Bienvenue à tous sur Civicio les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager. On est avec Niki aujourd'hui qui est juriste et qui va nous parler du sujet Assange, qui est un sujet d'actualité en ce moment comme vous le savez, il a été arrêté. Donc on va rentrer dans le détail un peu tout à l'heure. Je me mets directement sur la page, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu aussi vos commentaires, etc. Et voir si tout est bon au niveau de l'image. Alors, bienvenue à tous sur Civicio. N'hésitez pas à partager les amis pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse profiter de ce direct. C'est en train d'arriver doucement. Je vais couper le son. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut, salut. Tac, tac, tac. Salut Marie, salut Evelyne, n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. On va discuter d'Assange, de son arrestation, de l'avenir un peu aussi du journalisme forcément. Alors je vais vous présenter rapidement Niki d'ici quelques instants, je laisse un peu le temps aux gens de rejoindre le direct. Je vois que là il y a une centaine de personnes déjà, ça arrive tranquillement. L'image est bonne, on voit bien, c'est nickel. T'as le soleil trop dans les yeux? Tu veux qu'on se décale peut-être? Dans ce cas-là, sinon tu peux mettre tes lunettes, ça dérange pas, c'est juste si c'est trop gênant pour toi en termes de lumière. Si c'est trop, au pire on se décalera. Et puis même le chauffage là, s'il y en a un, tiens attends, je vais demander au monsieur. Ouais, je vais lui faire. Excusez-moi, c'est possible d'éteindre le chauffage, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bienvenue à tous sur... Ouais c'est bon, merci beaucoup. Bienvenue à tous sur Civicio du coup. Donc on est aujourd'hui en présence de Niki, on va discuter du sujet d'Assange, de son arrestation, de tout ce qui s'est passé. Ah je vois que ça arrive, là ça partage. Bon on va démarrer, l'image est ok. Hop, c'est parti. Bon, du coup on est en présence de Niki qui est juriste, qui est pas mal informée sur le sujet. Ça fait un bon moment qu'elle milite. Et du coup je vais lui passer le micro, elle va se présenter. Et puis ensuite on va démarrer. Donc le sujet aujourd'hui c'est Assange, la fin du journalisme, parce que c'est un journaliste qui a pris le risque de mettre en avant, de mettre en lumière énormément de choses, de la corruption, des scandales extrêmement graves. Encore même alors qu'il a été arrêté là dernièrement, il y a eu une clé USB là, avec des milliers de fichiers. C'est pas sûr, j'ai cherché. On n'est pas sûr que ça vienne de lui? Non, je pense qu'il y a eu un rappel de toutes choses qui étaient déjà sur Wikileaks. D'accord. Je ne suis pas sûre, je dois vérifier. En tout cas, je n'ai pas trouvé des nouvelles informations qui ont été diffusées, mais peut-être je me trompe. Je ne sais pas si c'est le cas. J'ai vu un truc qui concernait, tu sais, le Soudan, une histoire de présence de l'armée française au Soudan qui n'avait pas été mis en avant. Peut-être. Alors peut-être qu'il y avait un mélange entre des informations déjà présentes et du nouveau. Oui. Mais bon, on va en reparler de toute façon après. D'accord. Je te laisse te présenter d'abord. Les lunettes de soleil, c'est parce que vraiment, on a le soleil en plein. Non, mais ça va partir. Quand ça part, je vais enlever mes lunettes de soleil. Je ne me cache pas. C'est juste pour avoir la capacité de voir devant moi. Donc, je suis grecque-australienne. Je suis avocate inscrite au barreau de l'État de Victoria en Australie et en Irlande du Nord. Julian Assange est aussi un compatriote. Ça fait longtemps que je milite, plus intensément dans les derniers un an et demi, on dirait, oui, beaucoup plus maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, donc je suis avocate étrangère. Je suis aussi auteure. J'ai écrit plusieurs livres. Ça, je l'ai écrit en français. Il voit? Oui, il voit bien normalement. C'est sur... Ok. Il s'appelle Juste une gifle avec un point d'interrogation. Il s'agit d'une histoire vraie mais romancée, disons un récit qui s'inspire d'une histoire vraie et c'est sur la violence contre les femmes mais surtout sur la violence institutionnelle qui est plus grave que, à mon avis,
que la violence dans le couple, dans ce cas-là. Tu peux nous en dire 2-3 mots sur le livre? Sur l'ouvrage. Ah, sur l'ouvrage. Donc, comme tu le sens. Oui, disons que ce que j'ai remarqué dans cette histoire, parce que j'ai accompagné cette femme qui a été violentée par son compagnon, et j'ai remarqué que ça lui a pris 4 années d'avoir la justice dans ce cas. Donc lui, il a été condamné au bout de 4 années à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Et pourquoi ça a pris aussi longtemps? Parce que sa défense à chaque fois, c'était « mais écoutez, je suis médecin ». Donc lui, médecin, elle, avocate, avec 4 années des procédures qui menaient à rien finalement. C'était un mec qui savait utiliser et instrumentaliser le système pour arriver à ses fins. Donc finalement, c'était lui le victime et elle, voilà. Voilà. Donc j'ai trouvé cette histoire tellement bizarre au niveau de comment ça marchait au niveau institutionnel que ce qui m'intéressait, c'est d'écrire son histoire par rapport à ça, par rapport à tout ce qui s'est passé, qui s'est mal passé dès le début à l'hôpital, au poste de police, aux tribunaux, etc. Et en plus, il y avait un enfant de bas âge qui était impliqué. Oui, c'était très sérieux. Et voilà. Et le livre a été présenté par la Banque mondiale en 2017 pendant la semaine qui est faite pour la violence contre les femmes. C'était pendant la semaine Law, Justice and Development. La loi, la justice et le développement. Et il y a les premiers 5 chapitres, je les ai mis gratuitement sur Wattpad pour les gens qui veulent lire. On mettra des liens à la limite à la fin. Oui, d'accord. Voilà. Si tu veux mettre 2-3 liens, on mettra les liens dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et les autres livres, je les écris j'allais dire. Ce livre, j'utilise mon nom de plume, Katia Stiletti. C'est pas mon vrai nom, mais j'utilise des noms de plume quand j'écris. Donc voilà. Les autres bouquins, il y a d'autres noms de plume. Et je suis aussi scénariste. Donc j'ai écrit un scénario récemment. Là, il s'agit des histoires en fait de hacking. Donc il y a les protagonistes, c'est une avocate, un journaliste. Il y a une histoire de hacking, je pense que c'est assez clair. Oui, de hacking. Donc voilà. Donc je gère ces questions-là, la liberté d'expression, la loi. Est-ce que, à la limite, parce que ce qui me travaille dans ma tête, c'est à la limite, même si, bon, je ne dis pas que Julian Assange a fait ça, mais je me dis des fois, même si un journaliste fait lui-même le hacking pour découvrir des crimes de guerre, est-ce que c'est mal, franchement? Est-ce que c'est mal? C'est une question à se poser, ouais. Oui, donc si, disons, pendant les années du Deuxième Guerre mondiale, si il y avait des journalistes qui pouvaient faire le hacking dans les archives de Hitler et avec ces informations, ils pouvaient l'arrêter avant qu'il commette toutes ces atrocités. Est-ce que c'est mal? Évidemment, il aurait enfreint les lois. Et tout ce qu'il a fait Hitler, c'était légal, hein, parce que c'était lui qui avait... voilà. Donc souvent dans les systèmes autoritaires ou fascistes, souvent tout est légal, parce que c'est les criminels qui mettent en place ces genres de lois. Donc la légalité, à quel point est-ce qu'on doit rester obéissant dans un système? Est-ce qu'on a, à un moment donné, un devoir de désobéir quand un gouvernement tourne contre le peuple, quand un gouvernement commence à tirer ou à torturer ou à terroriser son peuple? Est-ce que ce peuple n'a pas un devoir de s'insurgir et de changer la situation? Donc voilà.
quand j'écris, c'est souvent sur ces genres des questions. C'est un peu philosophique, c'est un peu un examen, revue sur les lois et la place de l'individu aussi et de la société dans un contexte qui peut déraper des fois où aujourd'hui en France on parle de dérive autoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire le dérive autoritaire? À quel point on décide que ce n'est plus juste un dérive? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce qu'on est entré dans quelque chose d'autre? Et c'est pas juste en France, c'est partout dans le monde. Aujourd'hui, on a on voit une violence extrême qui enfreint toutes leurs lois, les lois qui ont été mises en place par la classe dominante. Donc, c'est la classe dominante qui enfreint leurs lois aussi, plus que nous. Donc, à quel point est-ce qu'on doit les rappeler à l'ordre? C'est à nous de les rappeler aussi à l'ordre. Pour moi, c'est quand on est dans un système qui devient autoritaire à ce point-là, historiquement, on a vu dans le passé, que l'une des premières libertés qui part à la poubelle, c'est la liberté d'expression, évidemment, et la liberté de la presse. Et comme a dit Karl Marx, je suis marxiste, comme il a dit, sans la liberté de la presse, toutes les autres libertés sont illusoires. Donc, et après, même au niveau philosophique, quand on dit je réfléchis donc je suis, ok, j'existe. C'est comme ça qu'on dit en français. Je pense que donc si je ne peux pas penser, si je ne peux pas m'exprimer, est-ce que j'existe? C'est une question philosophique. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une question qui est totalement philosophique. Et pour en revenir un peu à la violence institutionnelle, etc., avec ce qui vient de se passer, le fait que Assange ait été arrêté, quelque part, le fait qu'il soit dans cette ambassade, c'était un peu une situation, on pourrait dire, qui était au point mort. C'est-à-dire qu'il y avait des forces qui se combattaient, mais avec une certaine limite, quand même. Parce que même si on peut pas... Pas vraiment, parce qu'il a été torturé pendant... Julian Assange, il a été torturé quand même pendant au moins 1 an. Il a été totalement confiné, coupé du monde, en isolement. Non seulement il n'avait pas le droit de parler aux autres à l'extérieur, même des membres de sa famille, ou même ses échanges avec ses avocats ont été restreints. Et plus récemment, toute personne qui voulait lui rendre visite, même pour qu'il exerce son droit le plus primordial de parler avec ses avocats, il y avait un processus, mais contraire à toutes les lois internationales qui enfreinaient son droit d'asile, mais aussi son droit à avoir des échanges privilégiés avec ses avocats, le droit d'avoir des échanges privilégiés avec ses médecins. Je pense que la plupart de tes spectateurs, ils ont vu qu'il y a eu tous ces films qui portent atteinte à sa vie privée, qui ont été sortis. Comment ils sont sortis, les films de l'ambassade? Comment ça se fait que les caméras à l'intérieur de l'ambassade, qui ont pris des films constamment comme si c'était un Truman Show, comment ça se fait que ces films-là, qui sont normalement protégés en toute haute sécurité, comment ils sont sortis? Et ils ont essayé d'extorquer Wikileaks, ils ont demandé 3 millions d'euros en échange de ces films. C'est quand même bizarre. Je pense que le gouvernement équatorien a des choses à expliquer là. Il n'était pas dans cette ambassade en tout confort. Et de toute façon, si le Royaume-Uni n'était pas impliqué à cette histoire, à enfreindre aussi non seulement
plaint des droits de l'homme de Julian Assange, ils ont quand même violé les décisions de l'ONU. La première décision qui a tranché en faveur de Julian Assange et qui exigeait du Royaume-Uni qu'il soit libéré et dédommagé aussi, pas seulement libéré. Donc l'ONU a tranché en disant que sa détention était arbitraire contre contre. Mais qu'est-ce qu'elle représente encore cette institution? Parce que tu vois, comme tu disais, moi quand j'essayais de dire ça, c'était de manière de dire là où on a franchi une barrière, c'est que potentiellement s'il est extradé dans un pays où il y a la peine de mort, ils pourront aller jusque là. Et la frontière, elle sera franchie à ce niveau-là parce que ça voulait dire que le message qu'ils envoient, c'est les prochains qui voudraient se tenter ou se risquer à essayer de divulguer des informations comme celle-ci, parce qu'il faut savoir que comme lui c'est un journaliste, ce sont des gens qui les lui donnent ces informations. Donc les personnes à qui on essaye de faire peur aussi derrière les journalistes, ce sont les sources. Donc ça voudrait dire aux sources éventuelles, voilà, faites bien attention à vous parce qu'on est derrière vous. Et du coup, là, cette frontière aussi, elle est franchie à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire... ils ont tout franchi, tout. Parce que moi, je me dis, ils auraient pu l'assassiner comme ça. Mais je pense qu'ils ont besoin de lui vivant pour faire un exemple, pour faire peur aux autres. S'ils voulaient juste se débarrasser de lui, ils auraient pu le faire déjà, facilement, très facilement. Ouais, mais est-ce qu'ils ne perdraient pas aussi l'opinion publique en faisant ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une force invisible, tu vois, si on va trop vite, trop loin? Regarde, moi je prends l'exemple de Macron par exemple. Tu vois, il a réformé très vite, il s'est permis de mépriser les gens, de ne pas, tu vois. Ce que ne faisaient pas les anciens présidents, ils arrivaient à réformer, ils faisaient pas beaucoup mieux, mais ça passait. Est-ce que là, quelque part, le fait d'aller trop vite, c'est pas aussi une prise de risque pour eux? Ils sont pas allés trop vite, ça fait quand même... Même avant 2010, ils étaient à la chasse de l'homme, mais après 2000, pardon, après 2010, avec la sortie de ce vidéo qui s'appelle Collateral Murder, comment on dit ça meurtre collatéral, voilà, qui montre clairement des crimes de guerre qui ont été commis par les États-Unis. Donc c'était très très embarrassant pour les États-Unis. Ah oui, c'est ce dont tu m'avais parlé quand on s'était rencontrés la première fois, les journalistes qui avaient été... Voilà, donc c'était pas juste quand Chelsea Manning, à l'époque il s'appelait Bradley Manning, quand Chelsea Manning a révélé, a envoyé ce vidéo et les autres informations sur les guerres que faisaient les États-Unis à l'époque, ça a été très embarrassant déjà pour les États-Unis. Donc c'est là où ils ont commencé, mais ils n'ont pas arrêté, parce que Wikileaks a continué aussi de publier malgré les menaces, malgré la pression, exactement, il y avait déjà tout ça. Et ils avaient arrêté Chelsea Manning aussi, qui elle aussi, elle a été torturée pendant combien d'années? 6 ans, 7 ans. Elle était quoi, elle? Elle était mise en prison. Normalement, elle devait faire sa sentence, oui, était pour jusqu'à la vie. Elle était condamnée à la vie. Okay. Oui. Okay. Donc, au lieu de donner à ces deux personnes des médailles d'honneur, les gens qui devraient être en prison pour des crimes de guerre, eux, ils sont dans des postes très respectables. Ils incluent certains journalistes, grand public, parce qu'ils ne sont pas innocents. Des journalistes qui préparent la propagande, la déception pour commencer des guerres, ils sont coupables. Ça a été décidé pendant les Nuremberg Trials. J'ai oublié le mot maintenant en français. Bon, Nuremberg. Et à l'époque, il y avait un journaliste qui a été mis en examen
Il a comparu. Bon, à la fin, il a été acquitté, mais il a comparu pour cette raison, pour avoir été impliqué dans la propagande pour les nazis. Donc, je pense que tous ces gens-là qui rigolent avec la souffrance aujourd'hui, il y a des gens, je ne peux pas décrire ce que je ressens pour ces gens de journalistes. Ils sont pires que les politiques, pour moi. Ils sont encore plus responsables parce que eux, ils sont responsables de former l'opinion publique. Sans eux, le public ne serait pas du côté de ces criminels. Donc pour moi, les journalistes qui sont en train de rire sans honte, c'est vraiment honteux ce qu'ils font. Et ils rient quand ils regardent quelqu'un qui est, de toute évidence, c'est clair, il a été torturé. Cet homme, il a 46 ans. Et il a l'apparence de... Il en fait 60, quoi. Plus, quand on le regarde, plus, il doit dire qu'il a au moins 60 ans, un peu facile. Mais quelle personne aurait enduré... Et je ne parle pas juste de Julian Assange, Chelsea Manning aussi, mais quelle personne aurait enduré ce qu'ils ont enduré, ces deux-là, sans mettre à risque les autres personnes. Quand on parle de Julian pour dire qu'il a risqué la vie, déjà, ça n'a jamais été prouvé. Non seulement ça n'a jamais été prouvé, le contraire a été prouvé, parce que tout ça, ça faisait partie des questions qui ont été traitées pendant les audiences de Chelsea Manning. Donc ça n'a jamais été prouvé, c'était le contraire qui a été prouvé, que personne n'a été mis au risque. Mais ils continuent, les journalistes grand public, ils continuent à mentir. C'est vraiment la tactique nazie, le gros mensonge. Quand on répète le gros mensonge, à un moment donné, les gens vont s'allier, ils vont gober ça. Oui, parce que c'est facile. Les gens, ils ont été habitués de ne pas se poser des questions, de juste dégober tout ce qui est à la télé. Ça fait des années, on a un lavage des cerveaux avec la télé-réalité, etc. Et on gobe, et on arrête de réfléchir. Nous avons arrêté de réfléchir. Donc pour moi, les journalistes sont encore plus coupables que les politiciens dans cette histoire. Et je pense... Le fait qu'ils ne soient pas présents en plus, parce que moi je trouve, personnellement, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est l'ignorance. Mais c'est une ignorance voulue de la part des journalistes grand public. On ne peut pas parler de l'ignorance. Ils savent ce qui se passe. Ils mentent. C'est différent. Oui, différent. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que moi, j'appelle ça de l'ignorance parce que je pars du principe qu'ils font. Mais oui, quand on sait quand on connaît l'information et qu'on délibérément on n'en parle pas, pour le coup, oui, c'est mentir par omission. Par omission. Non, mais ils mentent. Ils mentent par omission et ils mentent carrément. Ils mentent. Parce qu'en plus, avec des calomnies, avec des fausses informations. Et ils savent que par exemple, The Guardian. Ils savent cette histoire de Manafort. Non seulement il n'y a aucune preuve pour leur histoire, il y a toutes les preuves pour prouver que Manafort ne s'est jamais mis le pied dans l'ambassade pendant les périodes qu'ils disent. Donc c'est des menteurs. C'est vraiment, il y a toutes les preuves contre l'histoire qu'ils ont fabriquées. Ils ont fabriqué des histoires, surtout The Guardian et the BBC. Ils ont fabriqué et continuent de fabriquer des histoires. Et il y a des gens qui continuent à acheter leurs informations. Normalement, la plupart des gens, ils devraient leur tourner le dos et les boycotter. C'est incroyable. Et Luke Harding, franchement, il a rempli ses poches avec les films calomnieux qu'il a fait, les articles calomnieux, tous ces mensonges. Ce mec, il a bu le sang de Julian Assange. Et il continue de boire son sang. Et maintenant, on n'est pas juste dans le cadre où il est en face d'une possible peine capitale. On est déjà en train de les tuer. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de les tuer. C'est miraculeux qu'il n'est pas déjà mort ou déjà cassé. C'est incroyable qu'il n'est pas déjà cassé, totalement cassé.
Parce que franchement, j'aimerais savoir qui dans le public, surtout ceux qui rigolent, j'aimerais savoir qui de ceux-là qui trouvent tout ça drôle pourrait supporter tout ça, cette torture pendant tellement longtemps. Même pas, il ne pourrait même pas supporter ça pour moi. Un jour, je crois. Même pas un jour. Donc, d'être à ce point cruel, stupide et cruel, franchement, on est dans un cas d'une massive d'une collectivité des millions de personnes qui sont non seulement stupides, mais cruelles aussi dans leur... Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi collective? Parce que quelque part, moi, quand j'ai commencé à mettre le nez un peu dans Wikileaks, il y a quelques années de cela, et que j'ai commencé à me rendre compte aussi de ce qu'on pouvait y trouver, ça fait peur. Dans un premier temps, il y a un côté... il y a des gens qui trouvent ce genre d'informations. Puis après, dans un deuxième temps, quand tu commences à faire les liens des infos et à mettre le nez dedans, etc., à synthétiser tout ça, tu finis par te dire, ça fait peur. Parce qu'il se passe tout ça en permanence. Et nous, on fait notre petite vie, on va faire nos courses, tu vois, on vit notre quotidien. Et quand tu te rends compte de tout ce qui se passe derrière, je pense qu'il y a plein de gens aussi, même s'ils ont envie, ils savent pas en fait par quoi commencer. Alors quelles sont les solutions ça me rappelle le livre de Naomi Klein, Le dogme de choc. Oui, c'est le but. Le but, c'est de mettre les gens dans un état de confusion totale pour les contrôler. Et notre quotidien, est-ce que c'est tellement confortable, hein? Franchement, le quotidien de qui? Qui a un avenir dans ce monde-là? Là, non seulement on est devant un désastre écologique qui vient vraiment bientôt, hein. On nous dit que on a jusqu'à 2030. Hein. Après, on a déjà perdu, je ne sais pas combien de pourcentage en espèces des espèces sur la planète. Mais à part ça, les risques d'encore plus de guerres. Il y a des guerres partout aujourd'hui. Obama, il est venu avec la promesse de la paix, il a gagné le Nobel. Il a hérité 2 guerres et il les a escaladées à 8 et ça continue et ça continue. Et maintenant, il y a Venezuela et après, on ne voit pas la fin de toutes ces histoires, de toutes ces violences. Et c'est pas parce que c'est un peu loin que ça n'a rien à voir avec nous. Et même, je dis souvent aux gens qui sont préparés, qui pensent que tout ça, ce n'est pas lié. Évidemment, c'est lié. Si un pays bombarde un autre pays 78 jours, par exemple en Yougoslavie, avec le nucléaire, ça fait 2-3 Hiroshima. Hein, on utilise quand même, ils utilisent des armes qui contiennent de l'uranium. C'est pas anodin. Donc, quand eux, ils partent après les 78 jours de bombardement, après, ça reste, à part les morts, les mutilés, les orphelins, l'économie détruite pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a les dégâts sur l'environnement et pas seulement dans cet endroit-là, parce que le nucléaire, le fallout, ça ne va pas directement, hein, c'est pas vertical. Ça vient vers ici, voilà, ça contamine tout et ça fait des années maintenant. À chaque fois qu'ils utilisent tout ce qui est les armes chimiques ou nucléaires, etc., à chaque fois, ils contaminent. Donc, ça ne sert à rien de faire le recyclage de nos plastiques, de nos sacs plastiques, si on ne fait rien du tout pour arrêter ces guerres qui sont non seulement ils sont injustes, qui créent les flux migratoires. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ils doivent rester dans ces pays qui ont été détruits par nos pays et nous faisons des lois contre, en plus, pour les faire mourir dans la Méditerranée. Ça, c'est nous les gentils, c'est incroyable. Donc Julian Assange, il a révélé toutes ces corruptions, parce que tout ça, il y a de l'argent derrière. Ils font pas ça pour le patriotisme. Le seul patriotisme dans ce cas-là, c'est les gens qui remplissent leurs poches, les militaro-industrial complex, voilà, les complexes militaro, voilà,
C'est ces gens-là qui ont fait des milliards. Eux, ils n'ont rien faire de nous. Ils nous haïssent autant qu'ils haïssent Julian Assange. Et nous, ils nous ont convaincus de haïr notre héros. Julian Assange, c'est l'héros du peuple. Et il n'a rien gagné. Il a perdu en moins 8 ans de sa vie. En moins. Dans les pires des conditions. Et au lieu, si eux, ils ne peuvent pas, si les gens qui sont dans l'ONU, c'est parce que, à vrai dire, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Mais tout à l'heure, tu me parlais, tiens, je vais te reprendre parce que tu as l'air parler de ça, de l'ONU. Mais l'ONU, je veux dire, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont montré par de nombreux. Et puis, ce sont les mêmes qui financent que ceux qui détruisent. Alors, même s'il y a peut-être des bonnes personnes au sein de l'ONU qui dénoncent des choses, oui. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir d'aller au bout jusqu'à maintenant S'ils ont un pouvoir, ils ne l'ont pas exercé. Hein. Donc, s'ils ont un pouvoir, normalement, les décisions qui ont été faites en sa faveur, il y a eu deux appels hein, aussi. Il y a eu le Royaume-Uni a fait appel 2 fois, ils ont perdu. Ce pays a perdu 2 fois et a continué de violer le droit international parce que là, on est dans le cadre du droit international. Donc, ce pays qui n'a aucun problème de violer les lois internationales. On a vu récemment Theresa May qui nous dit que personne n'est au-dessus des lois, d'accord, sauf Theresa May et son pays. Parce que eux, en plus, Theresa May, c'est un cas intéressant. Hein. Déjà, son mari qui bénéficie, qui profite des armes qui sont vendues à l'Arabie Saoudite hein, pour tuer les enfants au Yémen, aucun problème. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Donc, son mari et elle, ils peuvent remplir leur poche aussi avec le sang des enfants qui meurent de faim. On voit toutes ces images constamment et comment nous, on peut regarder tout ça, surtout là on est devant des crimes de guerre constamment. On est toujours devant le collateral murder qui n'a jamais arrêté, qui s'est amplifié. Tous les jours, on voit collateral murder, tous les jours. Mais multiplier ce qu'on a vu sur ce vidéo par des millions des fois. Donc, sans compter tout ce qu'on voit pas. Sans compter tout ce qu'on voit pas. Parce que oui, Yémen, c'était les gens, ils avaient trop peur de regarder par là aussi. Ah oui, Yémen, il faut pas le Palestine. Ah, il faut pas. On va nous dire qu'on est des antisémites. Attendez. Donc c'est ok d'être un État apartheid. Ça va, aucun problème d'être officiellement un État apartheid, mais si on dit quelque chose contre ça, parce que l'apartheid dans l'Afrique du Sud, ça c'était pas bien, mais l'apartheid de Netanyahou, aucun problème. On ne veut pas être accusé parce qu'on veut être, on veut être du côté de ce qu'on nous dit. Parce que c'est ce que j'allais dire, il y a des alliances aussi invisibles qui sont à moitié dénoncées, oui, mais qui sont très visibles pour quelqu'un d'érudit et qui étudie les choses depuis longtemps. Ouais. Mais pour des personnes qui, je dirais pas qui découvrent, mais qui survolent un peu les choses, pour eux, c'est à des années-lumière. Donc c'est vrai que oui, Netanyahou, on sait qu'ils sont proches des Américains, qui eux-mêmes sont proches d'autres nations, la France notamment. Donc forcément, bah oui, du coup, quand il y a des prises de position sur des conflits, l'État français ne bouge pas. Parce qu'il y a une influence, parce que sinon ils vont perdre ce business-là à tel endroit. En plus, vient se mélanger en plus de la politique, tout ce qui est à placement de... Mais qui révèle tous ces liens? C'est pas The Times, c'est pas The Guardian, hein? C'est pas les médias grand public qui vont tout révéler ou même faire une analyse intelligente. Donc un reportage, c'est pas juste normalement un journaliste, c'est pas juste de mettre quelques faits l'un à côté de l'autre et de dire voilà, j'ai vu ça, ça et ça. Mais sans lien, sans rien du tout. En plus, quand on ne voit pas les Wikileaks, il mettait en évidence, il obligeait ces États d'être transparents. Et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé, la transparence.
Donc, ils ne pouvaient pas se cacher, ils ne pouvaient pas mentir. Avec toutes les guerres qu'ils ont faites, ils avaient leurs journalistes, comme on dit en anglais, embedded. Ils avaient envoyé leurs journalistes sur le terrain pour qu'ils fassent leur journalisme d'État. C'est pas le journalisme, ça. C'est les mêmes personnes qui nous disent que c'est eux les journalistes et que Assange n'est pas un journaliste, excuse-moi. Mais non, c'est des sténographes. C'est des sténographes, c'est ça? Oui, c'est des sténographes. Un journaliste doit être indépendant. S'il n'est pas indépendant, s'il est là avec l'armée, pour faire le reportage pour l'État agresseur, ça ne sert à rien. Il y a forcément une prise de position. Oui, évidemment. Et ceux qui n'ont pas pris cette position, ils ont été tués. Il y a plein de journalistes qui ont été tués pendant ces guerres-là. Oui. Là, mais... Oh, pardon, oui. Non, Qu'est-ce qu'on fait? Continue. Oui. Regardez juste ici. Donc, voilà. Wikileaks, et c'est pour ça que maintenant qu'on voit les accusations qui étaient cachées pendant longtemps, maintenant qu'ils ont ouvert les charges, les chefs d'accusation, qu'est-ce qui est dans les chefs d'accusation? Qu'il a fait le hacking pour révéler quoi? Collateral Murder et The Afghan and Iraq Logs. Voilà ce qui leur gênait. Maintenant, on sait pourquoi. Et il y a, évidemment, maintenant, ils limitent les charges pour dire OK, le plus qu'il risque, c'est 5 années, il n'y a pas la peine de mort, etc. Il n'y a aucun problème, on peut l'extrader, donc tout ira bien, hein, tout le monde va partir chez eux tranquillos. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dès qu'il est transporté aux États-Unis? Ils vont compiler toutes les autres choses qu'ils veulent compiler en plus. S'il y aura à un moment donné, peut-être, moi je pense même pas qu'il y aura une audience, un procès, et même s'il y aura un procès, ça sera en Virginie, et là il n'y a pas de procès, hein. Il y a aucune possibilité d'avoir un procès équitable. Aucune possibilité. Pourquoi en Virginie? Pourquoi en Virginie? Parce que toutes les personnes comme Assange, comme Chelsea Manning, comme John Kiriakou, comme les autres qui ont trahi l'État, hein, qui ont gêné l'État ou embarrassé l'État, ils passent tous devant ce tribunal en Virginie et personne ne s'échappe là. Quand on regarde de près la procédure, comment elle marche, etc., on ne peut nullement parler d'un procès équitable. Il n'y a pas de justice. Par exemple, John Kiriakou. Tu veux dire qui c'était pour ceux qui John Kiriakou, c'est le mec le lanceur d'alerte, c'était un agent CIA, le lanceur d'alerte qui a révélé les tortures de la CIA. La seule personne qui est allée en prison par rapport à ces tortures, c'était le lanceur d'alerte. Ceux qui ont commis ces crimes, parce qu'on parle de crimes, en plus ils ont perdu les archives. Hein. Donc ça se fait. En plus. Hein. Donc, ils ont perdu les archives. Ouais, voilà. On utilise le mot gouvernement, c'est incroyable. Hein. Moi je dirais mafia, mais bon. Parce que si ça c'est un gouvernement, je ne sais pas. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé avec les autres, même avec Aaron Swartz, je ne sais pas s'il s'est vraiment suicidé ou pas. Ce mec, il était brillant. Encore une fois, quelqu'un qui a apporté la vérité et un grand service vers le peuple, partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis. Le mec, à l'âge de 30 ans, il se suicide. Pourquoi? C'est un peu suspect, ouais. Ou même s'il s'est suicidé, on lui a mis tellement pression que peut-être que... Et on l'a oublié, voilà. On oublie ces gens-là qui n'ont pas fait tout ça pour profiter. Ils n'ont pas gagné. Non seulement ils n'ont pas gagné, ils ont perdu leur vie ou leur qualité de vie ou leur santé. Et en plus, au lieu de leur remercier, le grand public est hypnotisé par les tueurs. C'est Brecht, hein, c'est le Brecht, en français on dit Brecht, pas Brecht. Bertolt Brecht. Oui, c'est Brecht.
dans son œuvre Le résistible ascension de l'Arturo Ui, il dit ça, il faut que les gens arrêtent d'avoir ce respect pas naturel vers les tueurs comme ça. On les respecte, ces gens-là. C'est incroyable. Et là, qu'est-ce que ça montre aussi? Qu'il y a un manque de culture parce que les gens qui ont de la culture, qui ont des connaissances, la vie, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste de devenir un grand banquier. Si on n'est pas conscient dans la vie, on est quoi en tant qu'être humain? On n'est rien. Déjà, on n'est pas un être humain. On est quelque chose d'innaturel. C'est pas naturel de ne pas avoir de l'empathie. Même pour quelqu'un de méchant, c'est naturel qu'on veut aider même les méchants. Hein? Donc, on va le sortir de sa méchanceté. Ça, c'est naturel. Ça, c'est la nature humaine. C'est parce qu'on nous apprend tout le temps que la nature humaine est tordue. C'est pas vrai. C'est ceux-là qui sont tordus. Et là, je ne sais pas si dans tes spectateurs, il y a des gens qui ont regardé Le Grand Dictateur de Charlie Chaplin. C'est un très bon film. Et là, il y a son discours à la fin où... en anglais, ça s'appelle Hannah's Speech, où il fait un discours à la fin. Il dit exactement ça. Il dit, vous n'êtes pas des machines, c'est pas naturel ce que ces gens-là vous convainquent de faire. Le naturel humain, c'est d'aider et d'aimer l'autre. Et là, on est en face d'une situation où moi, je ne comprends pas à quel point les gens étaient désensibilisés. Ils sont devenus cruels ils choisissent l'ignorance, ils choisissent la méchanceté. Et surtout les jeunes, moi ça m'étonne que les jeunes sont devenus à ce point-là désensibilisés à ce qui se passe aujourd'hui. Si je peux me permettre, oui. Moi j'ai une petite analyse un peu sur la question. Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'on pourrait parler de mafia en faisant l'analogie avec le gouvernement. Et pour le coup, moi qui étudie en psychologie, le profil psychologique d'un voyou est le même que celui d'un homme politique. Exactement le même. On a tous des besoins fondamentaux, plus ou moins forts, équilibrés. Et bien le profil psychologique d'un voyou est le même que celui d'un homme politique. Bon, ça laisse matière à réfléchir. C'est des gens d'accord, eux ils ont des problèmes, mais pourquoi nous payons pour leur... Justement, c'est là où j'allais en venir. C'est la solitude. Pour moi, le cœur de leur influence, elle vient de la division. C'est-à-dire que je pense pas que les jeunes actuellement soient totalement désensibilisés. Je crois, ils le sont, mais par la conséquence aussi de la manière dont la société évolue. Les gens ne parlent presque plus entre eux. On est dans un monde où chacun est mis dans une case, dans un rythme, etc. Tout à l'heure, on parlait de la vie quotidienne, etc. Oui. Mais tout ça enferme. Oui. Les gens ne discutent plus, ne lèvent plus la tête. Donc finalement, ils n'ont pas l'opportunité. Ils se privent l'opportunité de rêver. Exactement. C'est l'esclavage. On n'est plus dans la vie. Quand on vit comme ça, je ne suis même pas sûre si on est dans la survie. Parce que quand on ne peut pas... goûter le goût de la vie, quand on ne peut pas défendre quelqu'un qui est injustement dans la situation de ces personnes-là qui ont tout fait pour nous, on est quoi? Qu'est-ce qu'on est? Comment on peut nous regarder, nous, dans le miroir? Quand on cherche juste à faire les courses, faire les magasins, etc., au lieu de redécouvrir ce qui est dans la culture, les livres, lire, apprendre de poser des questions et voir déjà, par exemple, quand on regarde dans l'histoire, l'histoire qui n'a pas été falsifiée, parce que là aussi il y a des grands problèmes, parce qu'il y a des grandes parties de l'histoire qui ont été falsifiées, donc il faut faire gaffe aussi avec ce qu'on lit, mais quand on regarde que qu'est-ce qu'ils ont fait ce qui me vient dans ma tête, parce que j'ai une culture grecque aussi, Socrate. Pourquoi Socrate a été amené devant le tribunal? On a dit qu'il corrompait la jeunesse. C'était un mec dangereux à l'époque. Mais il fallait trouver des fausses chefs d'accusation et il fallait le calomnier d'abord.
C'est parce que c'était impossible de le tuer. C'était le grand cerveau de l'époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné en l'ayant tué? C'était le commencement de l'ombre pour l'humanité. Ça a commencé à chaque fois qu'on tue quelqu'un qui apporte à l'humanité. Galiléo, qu'est-ce qu'il a dit Galiléo? La Terre tourne. Elle tournait. Hein? Le fait qu'ils l'ont emprisonné, qu'ils l'ont isolé, qu'ils l'ont calomnié, est-ce que c'était bien pour nous? Est-ce que l'humanité a gagné avec ça? Non. Donc il faut pas tout croire. Et il faut vraiment qu'on recommence à réfléchir. Et si quelqu'un est calomnié par tous les systèmes, là il faut poser des questions. Et il faut peser qu'est-ce que cette personne nous a apporté. Pardon. Et qu'est-ce que les autres nous apportent? Parce que jusqu'à maintenant, l'austérité, oui, non merci, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on m'apporte l'austérité. En tout cas, on sait que les gouvernements en place, on sait ce qu'ils ont fait, hein, et il ne se croit pas qu'ils aient apporté grand-chose en matière d'évolution positive. En tout cas, en tout cas, pas en ce qui concerne l'être humain. Ils ont apporté plein de choses pour améliorer le système financier, etc. Mais en ce qui concerne l'être humain, il y a encore des choses de base qui sont même qui n'existent pas. Déjà, ils nous ont piqué la langage, parce que la langue de bois, déjà, il faut commencer avec la langue de bois. On nous parle des acquis sociaux. C'est pas des acquis, c'est des conquis sociaux. Ils nous ont pas gentiment donné des choses. Ils nous parlent de réformes. Quelles réformes? C'est des régressions. Donc déjà, il faut que nous réapproprions la langue. Parce que nous ne pouvons pas communiquer entre nous quand nous utilisons leur langue. Oui, comme par exemple, moi j'entends souvent parler j'entends dans la bouche des gens, par exemple ils parlent de pouvoir d'achat. Comme si acheter était un pouvoir, finalement. Oui. Non, mais ils ont tout tordu parce que c'est comme ça. Quand tu prends la langue de quelqu'un, tu prends son cerveau, tu lis tout. Il est totalement contrôlé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on a. Pour moi, on est dans un cadre soit pré-révolutionnaire, déjà avec les Gilets jaunes, soit carrément au début d'une révolution. Bon, je ne sais pas exactement où ça ira. Moi, j'aimerais voir d'autres moyens qui pourraient être utilisés comme une grève générale. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Mais bon, retournons vers Julian Assange. Déjà, il faut commencer par la vérité. Si on connaît la vérité, là, on peut agir. Quand on ne connaît pas la vérité et on est plongé dans le mensonge, on ne peut pas communiquer entre nous. On n'a pas des armes. Quand on est plongé dans le mensonge, on n'a pas des armes. Et la culture aussi, forcément, l'éducation, parce que tu parlais de l'enfance, du fait qu'on s'attaque aux gamins, etc. Mais quelque part, ça commence dès le plus jeune âge, en fait. Oui, évidemment. C'est apprendre aussi aux générations à aller chercher l'information, à pas se contenter de lire, de regarder la télé. Non, Oui, non, mais ça passe partout. Ça passe par les films pour enfants, par la publicité, évidemment, il n'y a rien qui échappe. Un enfant, dès qu'il est né, il devient un client. C'est même pas un enfant, c'est un client potentiel. On lui vend. Dès qu'il est né, on vend. Et parce qu'à un moment donné, il est censé être obéissant. Je pense que l'une des façons où il y a tellement de violence contre les enfants, ils ont quand même jeté de lacrymogène là où il y a le truc foraine, c'était quoi? La fête foraine. La fête foraine. La fête foraine, c'était du côté de Bordeaux, je crois. Si je dis pas c'est quand même. La fête foraine. Ok, donc en France, tout agent public a le devoir de refuser de suivre des ordres illégaux. Il a le devoir. Manifestement, il n'a même pas prouvé que si c'est un ordre illégal, il n'a même pas prouvé que c'était un ordre illégal. Donc, si c'est là, c'est manifestement illégal. Quelqu'un me dit de jeter du lacrymogène sur les enfants. Toute personne qui a à moitié de cerveau comprend que c'est un ordre manifestement illégal. Ces gens-là, on est vraiment dans un cadre de crimes contre l'humanité. Sauf que la plupart des gens en France, ils ont peur. Ils disent « Oh oui, tout de suite, des gros mots ». Ben non, ce n'est pas des gros mots. Dans les codes pénals français,
l'article 212-1 et c'est exactement la copie de l'article 7 de Statut de Rome qui parle de crimes contre l'humanité. Donc ces gens-là qui commettent des crimes contre l'humanité peuvent être jugés par les tribunaux en France. La France a la juridiction, on n'a pas à attendre le jour où on va aller à La Haye. Donc il y a même cette peur d'exercer nos droits qui sont là, ils sont dans le code pénal. C'est pas moi qui a mis cet article dans le code pénal. Cet article est là. Et c'est pas moi qui l'a rédigé, c'est pas moi qui l'a mis là-dedans. Donc voilà, on a des juristes, des avocats. Ils sont où cette intelligentsia? Ils sont où ces intellectuels qui sont là apparemment pour enrichir notre monde? Si vont se cacher quelque part, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de ces gens d'intellectuels. En plus, il y a le Jean BHL. Bonjour. Bonjour avec ces gens. Voilà. Oui. Et l'autre, c'était qui? J'ai oublié. L'autre intellectuel qui a incité à la haine et il a presque dit oui, sortez les armes pour tirer sur. C'était Apathy. Non, l'autre. Ferry. Oui, Ferry. voilà. Quelle grandeur, voilà, quel intellect. et c'est quand même incroyable que ces gens-là, ils se baladent tranquillement. C'est normal, ouais. Personne n'a démissionné, personne n'a été viré, personne n'est en prison. La violence s'amplifie contre tous les secteurs de la société, les retraités, les vieux, même les bébés. Non, mais de toute façon, tout le monde sauf les MEDEF et les CAC 40. Sauf les foules. Ça marche bien. Ça marche bien. Oui. Ils n'ont jamais aussi bien marché d'ailleurs que ces 2 dernières années. Ouais. Ah non, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est pour ça que cette classe qui a construit ce monde heureux pour nous, cette classe n'aime pas Julian Assange ou Wikileaks ou nous. Ils nous haïssent tous. Voilà, ils n'aiment pas les gens qui se lèvent contre ça. Ils perdent leur boulot, ils perdent, voilà. Ils sont. La famille aussi. On les met de côté, je sais de quoi je parle. On les met de côté pour qu'ils restent silencieux. Mais ceux qui savent pas, c'est des fois des gens comme ça. Ils commencent encore plus de parler. On l'a vu. Ça renforce. Ils ont essayé de gazer, de s'en prendre physiquement aux gens qui manifestaient avec les gilets jaunes. Oui. Ça n'a pas empêché les gens de revenir encore plus motivés les week-ends qui ont suivi, quoi. Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut, de notre côté, il faut être un peu plus intelligent aussi. Je pense que maintenant, il faut vraiment bouger avec les syndicats. Il faut que les syndicats deviennent sérieux pour mobiliser les gens vers des grèves générales. Et l'histoire nous montre que c'est là où le peuple gagne. Voilà, encore une fois, les plus jeunes, personne ne leur a pris des grèves générales de 1936. Le Front populaire de 1936, c'est là où ils ont conquis la plupart des choses. Et je parle des conquis, pas des acquis. Donc l'histoire est très importante, mais l'histoire qu'on doit chercher nous-mêmes. C'est pas l'histoire qu'on va nous apprendre. Ça va nous concéder, en tout cas. On ne donnera pas. C'est ça que tu veux dire. Je vais dire parce qu'avec le camion là. Oui. Je vais dire que s'il n'y avait pas eu de grève, si je me trompe pas, c'était un chiffre énorme. Bon, je veux pas dire. C'était quand même dans 1 million, 2 millions, je ne sais pas. Bon, il faut vérifier les chiffres. Ils ont. De toute façon, c'est la masse qui. Mais oui, mais cette masse a finalement fait reculer la classe dominante à l'époque très très vite, très vite à l'époque. Mais pour agir intelligemment, il faut connaître son passé. Quelqu'un qui ne connaît pas son passé, évidemment, il est condamné de le répéter. C'est pour ça que l'histoire peut être une tragédie. Mais moi, j'aimerais que ils essayent de nous répéter la tragédie, mais il faut leur donner la farce.
Parce que pour moi, il faut arrêter d'avoir des victimes tout le temps. Si on est dans un cadre de grève générale avec les manifs, je pense qu'ils vont réfléchir aussi. Hein. C'est différent de tirer sur un peuple de tirer sur un peuple qui fait aussi grève générale et qui va continuer de faire. Parce que toi, quand tu dis ça au niveau grève générale, c'est dans le sens où il y aurait le financier qui serait impacté plus une grosse mobilisation de masse. Si les milliardaires pensent qu'ils peuvent aller dans leur bureau et que la richesse va venir du ciel quand les gens seront en grève, ils peuvent essayer. Je pense pas. Hein. Je pense qu'ils iront. Je ne sais pas comment, parce qu'ils nous disent que c'est eux qui créent la richesse. Je veux voir comment ils vont faire si les travailleurs sont en grève. Donc, j'aimerais voir ce miracle. Je pense on ne l'a jamais eu avant. Et c'est pour ça que, historiquement, à chaque fois que à chaque fois, je ne veux pas parler des privilégiés ou des non-privilégiés, je veux parler des exploiteurs et des exploités. Voilà, on parle d'exploitation. C'est pour ça que c'est important de récupérer la langue, la vérité aussi de la langue, la vérité de la langue, la vérité des infos, la vérité de qui est de notre côté et qui n'est pas. et les gens qui sont de notre côté, parce qu'ils nous révèlent la vérité, il faut les défendre. Si on ne les défend pas, on sera où, nous? Parce que ça commence avec Assange, Chelsea Manning, les autres, les journalistes aujourd'hui qui ont reçu de flashballs, j'ai oublié le nom de journaliste qui saigne ce qu'il a reçu. Les autres, et plusieurs qui ont été tabassés ou leur équipement cassé ou qui ont été amenés à l'hôpital, ou les street medics, les gens qui sont avec le croix. Oui, mais tout le monde. Mais quand même, quelqu'un est blessé, au moins tu laisses les gens qui sont dans les médicales porter secours. Déjà, il y a cette loi, non-assistance à une personne en danger. Donc, c'est eux qui, c'est les forces de l'ordre et le gouvernement derrière qui enfreint les lois françaises. C'est pas. Donc, mais à quel moment ils vont répondre pour ça? À quel moment ils vont donner des explications pour tout ce qui se passe, pour tous ces mutilés, tous ces gens qui sont arrêtés arbitrairement? J'ai oublié le chiffre, c'est énorme. C'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Il y a d'Étanger qui sauve la vie de cette femme. Il a sauvé la vie de cette femme. Lui, il est en prison, pas comme Cahuzac à la maison avec un bracelet. Donc, on est en face de toutes ces injustices, pas juste Assange, parce que là, je suis allée ailleurs dans la discussion. Mais je veux dire, c'est pas juste Julian Assange qui est torturé. Toute la société est torturée. Et on met les gens qui sont nos héros, les gens qui nous défendent, eux, ils vont en prison. Et ceux qui sont la société respectable, il n'y a aucun problème. Donc c'est tout, c'est pour dire que tout est lié finalement. C'est pas juste Assange qui est torturé, ils nous torturent tous dans des degrés différents. Mais à un moment donné, quand on perd ceux qui tiennent bon, quand on les perd, ces personnes, on sera où? Avec les lâches? Qui va défendre qui après? Ça sera une tragédie parce que ça sera comme, Alors, on a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, maintenant, on est quelque part, dans un cadre où on risque d'entrer dans une autre barbarie. Ça, on est dans une barbarie. C'est pas juste, si on doit parler vrai, on est dans un cadre de barbarie. On a vraiment perdu toute proportion de ce qui pourrait, même dans leur monde, être raisonnable. On est vraiment sorti de tout ce qui pourrait être raisonnable. Quand on regarde la façon dont le terrorisme, la violence de la pauvreté, c'est de la violence. Quand ils disent oui, on condamne toute violence, arrêtez votre violence.
La pauvreté, c'est de la violence. Il y a des gens qui ne peuvent pas finir leur mois. C'est de la violence. Ce n'est pas les gilets jaunes qui demandent de la justice, de pouvoir vivre. Ce n'est pas eux qui sont violents. C'est ce système qui a commencé, et depuis des années, ces gens sont dans le désespoir. C'est pour ça qu'ils sortent et qu'ils savent qu'ils risquent leur vie, leur bien-être. Qui ferait ça si on n'était pas dans le désespoir? C'est juste quand on n'a pas grand-chose à perdre qu'on se met à risque de sortir et peut-être avoir un flashball qui va enlever un œil, etc. Mais bon, encore une fois, je suis partie. Non, mais c'est lié. Oui, pour moi, c'est lié parce que tout est lié à la vérité. Voilà. Voilà. Pour savoir se défendre, il faut connaître le cadre, notre réalité. Il faut se trouver dans notre réalité. Si on ne sait pas où on est dans la confusion. Parce que pour eux, ils gagnent quand nous sommes dans la confusion. C'est pour ça que la première chose, c'est de découvrir la vérité pour pouvoir déjà savoir où on met les pieds. Parce que comment faire différemment, autrement? On ne peut pas. J'étais dans le micro parce que je parle trop. Non, pas du tout. C'est super intéressant. Tous les commentaires sont super positifs. Les gens que je vois commenter depuis tout à l'heure, au contraire, non, c'est très intéressant. Donc, pas du tout. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Julian Assange? Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, est-ce que tu peux faire un point pour savoir, parce que là j'ai entendu dire que le 2 mai il y a une décision qui est prise, le 1er ou le 2 mai il me semble. Je crois qu'il y a quelque chose, je crois qu'il y a voilà. quelque chose qui doit arriver le 2 mai. Voilà, donc, et puis il faut vraiment agir faire le point là-dessus et puis dire ce qu'on peut faire ou pas faire. Déjà, il y a des rassemblements, parce que jusqu'à maintenant, il y a eu 2 rassemblements. Au premier, il y avait combien de personnes? Petite centaine, 80 personnes. Oui, ok, d'accord. Récemment, le deuxième. Là, c'était quand même plutôt 300. Apparemment, c'était le plus grand en Europe, apparemment. Ah bon? Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, c'était le plus grand rassemblement en Europe. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Il y avait du monde, je n'ai pas compté, mais c'est vraiment pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant et c'est bien d'être activiste sur Twitter, Facebook, etc. Ok, d'accord. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'être présent physiquement. Et il ne faut pas tout croire sur les lois anti-casseurs, blablabla, etc. On a le droit, en France, de se rassembler pacifiquement. Ce n'est pas juste en France, ça, c'est un droit constitutionnellement garanti par la Constitution française. Mais c'est aussi, oui, la France a des devoirs internationaux. Donc, il y a la Convention, European Convention of Human Rights, Convention européenne. Des droits de l'homme. Voilà. Déjà. Il y a plein de... J'en ai déjà parlé beaucoup. Il y a plein de conventions, traités, protocoles, tout ce que tu veux. Donc il y a tout ça. Voilà. Le Conseil de l'Europe, déjà la France a été pas condamnée devant un tribunal, mais critiquée, vraiment critiquée, pas seulement par le défenseur des droits, par rapport à ce qui se passe contre les manifestants, mais aussi de l'extérieur. Donc il y a eu malheureusement juste des critiques. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire des critiques? Censurées, oui, mais ok, d'accord. Par l'ONU, par le Conseil de l'Europe. Donc voilà, je n'ai pas la liste, toute la liste. Donc on est dans un cadre où on essaie de nous convaincre qu'on doit fermer nos gueules parce qu'on n'a pas le droit. Si on a le droit de manifester, regarder tout ce qu'il y a et le traité de Lisbonne. On oublie, là on est dans l'Union européenne pour tout ce qui est mal, mais l'article 2 et 3, regardez le traité de Lisbonne, et l'article 7. Donc apparemment le traité de Lisbonne reconnaît nos droits. Et donc il inclut, j'ai oublié, il inclut la liberté d'expression et la liberté de peaceful assembly, de manifester. Bon, je ne sais pas si je l'ai... voilà. De toute façon, ça revient au même, c'est la liberté de se donc tout ça, on nous parle de pacifiquement. l'Union. On nous parle constamment de l'Union européenne et à quel point c'est la joie et c'est le bonheur, etc. Sauf que dans
ces cages-là qu'on nous a mis, qui n'est pas très démocratique, mais on nous a mis dans ce cage, malgré les référendums. Hein, on a dit non, mais bon, on est là. Mais dans ce cage qui nous enferme, qui nous donne toutes ces belles lois, qui va exercer ces lois-là? Qui va exercer? On a des droits quand même par rapport à ça aussi. Donc même si la France ne reconnaît pas la Constitution française, ok, d'accord, disons que la France ne veut pas reconnaître sa propre Constitution, il y a aussi, au niveau européen, il y a le traité de Lisbonne. Donc, pour nous défendre, il y a un minimum que les gens doivent faire. Déjà, lire la Constitution française parce que c'est pas difficile. Hein, il n'y a pas trop de pages, c'est pas difficile. Pour la plupart des temps, donc il faut connaître. Il faut connaître nos droits, un minimum, pour pouvoir se relever, pour pouvoir nous défendre déjà. Et aussi, autant que possible, au moins les droits humains qui sont inscrits dans le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne est très compliqué, mais bon, au moins ces droits-là, la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté de se rassembler pacifiquement, etc. Donc pour Assange, au moins, à chaque fois que vous sortez, si vous êtes gilet jaune, portez un signe, quelque chose qui montre que que ça fait partie de vos réclamations. J'en voyais des gens pendant les manifestations qui avaient des pancartes ou même un petit photo d'Assange. En plus de leur gilet qui manifestaient. Oui, à chaque manifestation. Pour le climat, même chose. À chaque fois que vous manifestez, parce que tout ça c'est lié. Assange, il n'a pas juste révélé des crimes de guerre. Hein. Il a révélé les corruptions de certaines sociétés, etc. Il y a des choses qui se lient au problème environnemental aussi. Donc, à chaque fois, mais de toute façon, si vous êtes pour l'environnement, vous êtes forcément anti-guerre. Hein. Forcément, parce que la guerre pollue. Donc, à chaque fois que vous êtes en manif, manifestez aussi pour cette personne qui a tout fait, tout donné, lui et pour Chelsea Manning. Ces deux personnes, ils ont tout donné très héroïquement et sans rien en contrepartie, franchement, pour nous, pour l'humanité. Voilà, c'est des défendeurs de l'humanité. Ces gens-là, ils sont précieux. Ces gens-là, on les protège. Si on veut déjà être des êtres humains nous-mêmes, hein, pour nous regarder nous-mêmes, mais si on veut avoir une vie nous-mêmes aussi. Et il y a des rassemblements qui s'organisent assez régulièrement. Donc il y aura un rassemblement mercredi devant l'ambassade du Royaume-Uni. Pour plus de détails, je n'ai pas l'adresse exacte. Les gens ils peuvent chercher et puis de toute façon il y a un événement qui est sur internet. Oui, il y a un événement qui est sur internet. Donc c'est mercredi, c'est le grand soir qu'il a organisé. La même personne qui a organisé les deux autres. C'est Victor. Oui, c'est Victor qui organise. C'est l'acte 3. Donc celui-là, ça sera devant ou très près de l'ambassade du Royaume-Uni. Donc si on a des milles et des milles, même si c'est juste 1000 personnes, ça serait bien. Surtout les jeunes, franchement, surtout les jeunes, parce que c'est votre avenir. Alors l'adresse, c'est devant l'ambassade de Grande-Bretagne, c'est le 35 rue du Faubourg Saint-Honoré, métro Madeleine, pour ceux qui veulent participer au rassemblement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout ce qui vous vient dans la tête, qui est pacifique, hein? Évidemment. Donc, si vous pouvez contacter l'ONU, les personnes à l'ONU, moi je fais ça régulièrement. Moi je suis sur Twitter. Je donne Tu peux donner ton Twitter. Ok, mon Twitter. Sur Twitter, j'utilise mon nom de plume, donc c'est Katya's Campus. Comme je suis shadow banned, on me censure, donc c'est pas facile à me trouver. Je te donne le Twitter handle et tu le mets après. Tu peux le taper après. Après. Parce que, par exemple, moi, j'envoie souvent quand je vois quelque chose de très important, je fais retweet vers l'ONU,
J'ai oublié maintenant, mais voilà. Les institutions qui sont, apparemment, ils sont là pour protéger les droits internationaux. Bon, j'ai pas vu, mais souvent ce qui est drôle, c'est par exemple quand il y a le jour de la liberté de la presse. Et personne n'a parlé de Julian Assange la dernière fois. On va voir. Maintenant, ça vient. J'ai oublié la date exacte, mais l'année dernière, personne n'a parlé de Julian Assange pendant le jour international de la presse. Comment ils font ils font pour avoir des jours internationaux ou des choses comme ça, des événements autour de la presse et de la liberté de la presse et n'est jamais mentionné Assange? Ils osent quand même, hein, ils sont très culottés. Ça montre l'influence, quoi. Oui. Est-ce qu'on peut faire du coup le petit question-réponse où tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce que je peux avoir? Ouais, tu peux, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a le temps de... Ouais, vas-y. Comme ça, je dois le rouler. Non, mais t'inquiète, de toute façon, le temps que les gens nous envoient les questions. Okay, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit question-réponse. Je vais vous laisser balancer vos questions et je vais en prendre quelques-unes et puis on va essayer d'y répondre. Tout dépend des questions. Hein. Alors, tac, il y a un peu de latence. Il y a 15-20 secondes, okay. Donc le temps que ça arrive, tac. T'inquiète. Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. On va prendre encore 5-10 minutes et puis je vais la libérer quand même. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en direct. Ça me dérange pas, hein. Quand je commence à parler, j'arrête. Je suis plus claire. J'arrête pas. Un citoyen lambda peut-il contacter l'ONU? Oui, c'est ce qu'elle vient de vous dire. Oui, je crois que oui. Après, est-ce qu'il y a comment faire? Je peux chercher ça pour le comment faire, etc. Peut-être il y a déjà quelque chose. Non, peut-être il y a un template. Une plateforme. Une lettre modèle. Des fois, quand il y a des mouvements comme ça, il y a des lettres modèles où tout ce qu'on a à faire, c'est des signer. Il y a des pétitions partout. Oui. Mais déjà, il y a les pétitions et après, regardez, éventuellement, de toute façon, tout ça, tu me les envoies et puis je les ajouterai sur la publication, comme ça on pourra les... les gens dans la confusion. Voilà, c'est ça. Mais je crois que déjà, il y a des pétitions, il y a quelque chose écrit, déjà. Oui. Oui. Et après, s'il veut faire juste en tant qu'individu tout seul, je peux chercher pour voir. Parce que je ne veux pas induire les gens en erreur. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui demandent un peu des nouvelles de Assange depuis son arrestation, ce qui va en être. Tu l'as déjà beaucoup dit, mais résumé. On n'a pas vraiment des... Il faut que je regarde après. Je sais qu'il est dans un prison, le Guantanamo britannique. Il est dans un Guantanamo britannique. Donc c'est pas joli. Et je sais aussi que les calomnies de la presse ont vraiment intensifié. C'est incroyable. Ce qu'on va voir aujourd'hui, regardez aujourd'hui pour voir ce qu'ils disent sur Assange. Regardez et les pires, c'est les comiques. Hein? Comme les gens qui sont comme Oliver. Comment il s'appelle? John Oliver. C'est des comiques, des comédiens. Oui, mais il fait semblant qu'il défend, mais en fait, il enfonce. Les bons comiques, c'est Lee Camp, en anglais, parce que je ne sais pas qui. Moi, je suis plutôt pour les, comme Jimmy Dore et Lee Camp. C'est des comédiens, mais qui sont plus sérieux en tant que journalistes. Ce pas des journalistes, mais plus sérieux au niveau de la fiabilité de l'information chez les comédiens comme Lee Camp et Jimmy Dore. Il y en a d'autres aussi, mais les deux que je suis très souvent, c'est ceux deux-là. Donc il faut faire gaffe quand les gens vous font rire. Attention. Attention avec l'information qui passe pendant qu'on rigole. Parce que c'est un très bon moyen de manipuler aussi. Alors, il y a quelqu'un qui disait la journée internationale de la presse est le 3 mai cette année. Voilà, c'est génial. Voilà. Pourquoi la France ne fait rien? Non, mais la France, finalement, le peuple en France commence à bouger. Le gouvernement, évidemment, ne veut pas parce que comment ils vont faire pour passer les réformes? Réformes.
toutes ces réformes qui sont pour nous, notre bien, ils auront de difficultés. Mon avis là-dessus, c'est que nous, on doit exiger du gouvernement qu'ils offrent l'asile. Ils vont dire non, le gouvernement va dire non. Mais nous devons exiger ça. Voilà, ça c'est une action qu'on peut faire. Exiger que... Après, bon, les Macron leaks, hein, et Macron il n'est pas très content. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, je vois pas pourquoi oui, Macron... oui, mais le droit d'un État ne doit pas dépendre des problèmes personnels du président. En principe, non. Donc, si le président a des problèmes personnels à cause des vérités qui ont été sorties, c'est pas à nous de payer pour ses problèmes. C'est à lui de gérer ses problèmes personnels dans sa vie privée et personnelle. Ça n'a rien à voir avec nous. Attends, nous... je regarde les questions. Je sais bien, normalement, il devrait y avoir... juste pour que les gens m'entendent, vas-y. Il devrait y avoir une distinction en principe entre ces histoires perso, mais bon, on sait très bien comment ça fonctionne en France. Il y a le privilège présidentiel. Pour tous les présidents, ça s'est passé comme ça. De toute façon, c'est comme tu disais, c'est cette influence sociétale qui est présente dans tous les gouvernements, donc que ce soit en France ou ailleurs. La réponse, elle est la même à partir du moment où il y a des intérêts. Mais par exemple, moi, de ce que je vois, c'est pour moi, les Gilets jaunes ont pris ce combat. Ils ont été présents les deux fois, je crois. Et je pense qu'ils sont prêts pour porter ce combat. Et comme je te disais avant, je ne sais pas qui a fait ces photos-là. Il y a eu les projections. Quelqu'un a mis des projections sur l'Assemblée nationale et sur, j'ai oublié, 2 autres bâtiments symboliques. Et la projection disait, avec la photo de Julian Assange, il disait No US extradition. Alors évidemment, ils ont pris des photos. Et donc, ces photos circulent partout dans le monde. Tout le monde est ravi. Donc, je ne sais pas qui l'a fait, mais merci. Excellent. Vraiment une idée excellente. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, voilà, signer les pétitions. Si vous avez d'autres idées pour mener d'autres actions qui renforcent, oui. Est-ce qu'on a enlevé la nationalité australienne? Non, on ne peut pas lui enlever parce qu'il est né australien. Je pense qu'ils ont essayé de lui enlever la nationalité équatorienne. Je pense qu'ils ont essayé, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont juste violé le droit d'asile. Voilà. C'est fini. Hein. Toute personne qui a eu l'asile doit vivre dans la peur aujourd'hui. Hein. Ils ont cassé combien d'années de droit international pour sauver leur peau, pour cacher. En plus, non seulement ils n'ont pas caché, parce que maintenant, tout ce qui a été oublié peut-être revient à la surface. Collateral murder. Il y a plein de gens qui ils ont oublié collateral murder. Tout d'un coup, avec cette action, tout d'un coup, tout revient aux surfaces. Donc oui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, l'autre action que vous pouvez faire, à chaque fois que les gens mentent ou qu'ils calomnient, etc., remettez les choses en place. Hein. Il faut à chaque fois dire la vérité. Ne vous bagarrez pas avec les trolls. Parce qu'il y a plein de robots, les trolls, etc. Si quelqu'un il est vraiment têtu, il faut les bloquer. Il ne faut pas perdre de temps avec des gens qui sont au service. Hein. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Qui sont des trolls qui sont employés pour troller. Donc, ne vous mettez pas dans des états pas possible. Mais quand il s'agit des gens qui sont dans les grands médias, etc., qui mentent ou qui font semblant de défendre, mais qui l'enfoncent, là, il faut les corriger. Voilà. Il faut corriger gentiment, poliment, pas gentiment, fermement et poliment. Restons dans le poli parce que ça ne sert à rien d'être des goujats. Il y a quelqu'un qui me disait, malheureusement, si les pétitions suffisaient, on ne serait pas au royaume de la censure. Non, on fait pas juste des pétitions, ça suffit pas. Évidemment, ça suffit pas. On fait tout. Oui, c'est ça plus ça plus ça. Ah oui, on fait tout parce qu'on peut faire tout. Donc oui, on fait les pétitions, on fait les manifs, surtout on fait les manifs. La présence physique est très très importante. Et on écrit, on écrit aux institutions qui
soi-disant, il défend. C'est symbolique, c'est une manière de dire oui. que disons que nous, on fait notre devoir. Si nous exigeons que le gouvernement français donne l'asile, nous, on a fait ce qu'il faut faire. Je ne dis pas on n'a pas des actions isolées. Il faut tout faire, combiner, voilà, un combiné d'actions. Un mot sur Monsieur Snowden. Ah, monsieur, un mot. Encore un euro. Pensez-vous qu'il sera lui aussi un jour remis à la justice? Quelle justice? De qui? La justice gouvernementale, je suppose. Je sais que... Alors attendez, parce que j'ai peur que certains n'aient pas entendu la question. Je redis la question. Un mot sur Monsieur Snowden. Pensez-vous qu'il sera lui aussi un jour remis à la justice? Donc la justice gouvernementale, je suppose. Je te laisse répondre. Oui, j'imagine que vous parlez de l'injustice, l'injustice, voilà, américaine, la même qui a tué Aaron Swartz, qui a torturé Chelsea Manning. J'espère vraiment de tout cœur que non. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. J'espère qu'il sera protégé là où il est. Je pense qu'il a fait... qu'il a rendu un énorme service à l'humanité. Les gens qui sont choqués par la surveillance de Big Brother, Orwell, 1984, ça m'étonne qu'ils ne sont pas choqués par le Biggest Brother, le plus grand frère qu'on a jamais eu sur cette terre, historiquement. Le plus grand État totalitaire aujourd'hui et des surveillances, c'est les États-Unis, aujourd'hui. Et la technologie vient de là. Donc après bon, si je dis pas qu'il n'y a pas d'autres, hein, il y a des caméras partout, même en France. Mais la technologie de surveillance, et on sait après les révélations de WikiLeaks et de Snowden, on sait que tout est surveillé, etc. Donc si vous voulez vivre dans un monde comme ça, allez-y. Moi je veux pas. Et tu penses, enfin moi je l'ai supposé, mais un mec comme Snowden, si lui il est pas dans cette condition-là, c'est certainement aussi qu'il a des infos qui lui permettent de se protéger. Non mais il est protégé. Disons protégé quand on est quand on fait. Pas protégé, mais en tout cas il a un effet de levier qui lui permet de se protéger. Voilà. Oui. C'était une réduction. Ouais. Disons que jusqu'à maintenant ça va. Bon après. J'imagine qu'il s'exprime en plus là par rapport à oui. C'est quand même aussi une prise de risque. On va pas se mentir. De toute façon, il n'a jamais arrêté de s'exprimer. Non, mais bien sûr, je sais bien. Mais là encore plus. Oui, parce qu'on est devant un grand danger. Franchement, je suis pas du tout religieuse, mais pour ceux qui sont religieux, franchement, vous n'avez pas l'impression de regarder encore une fois la crucifixion. Franchement, c'est vrai. Oui, il y a le peuple qui dit oui, crucifixion. C'est hallucinant. Bon, comme je suis pas religieuse, c'est un repère qui existe dans la culture en France. Mais ça m'étonne les gens qui pleurent par rapport au Christ, qui vont à l'église, qui ne voient pas que voilà, c'est les sequels, c'est les deux. C'est pas juste les deux, mais les gens comme ça, ils sont toujours crucifiés, toujours punis. Ceux qui disent la vérité sont toujours punis. Ouais. Tac, c'est le seul lanceur d'alerte qui s'est exprimé. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non. Bon, là, j'ai pas. C'est le seul lanceur d'alerte qui s'est exprimé que vous avez vu. C'est ça. Non, mais c'est intéressant, justement. Non, il y en a plein. Il y en a eu déjà sur les vigiles, parce que pour ceux qui parlent anglais, on va essayer de faire des vigiles en français. Mais il y a des vigiles qui ont été faits par un groupe qui s'appelle Unity 4J. Est-ce qu'on l'a déjà dit ça? Ouais, mais tu peux le redire. Voilà. Unity 4J, il y a une partie qui s'appelle Unity 4J français, mais les vigiles qui ont été faits en anglais. Il y a plein de lanceurs d'alerte, plein. Je vais couper le micro parce que sinon... non, ça va aller.
ça va aller. C'est là pour nous. On va attendre 2 secondes parce que là, avec la sirène, c'est infernal. On va attendre 15 secondes. Notre quotidien. Nous, en fait, le problème c'est que vous allez très bien l'entendre, mais nous on s'entend pas parler. Voilà. Là c'est bon, je te laisse reprendre. Déjà, le plus grand lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, Pentagon Papers, il est là tout le temps. John Kiriakou, Bini, j'ai oublié son nom. Beaucoup de lanceurs d'alerte des ex-CIA. Beaucoup. Donc là, ils sont venus et ils ont fait des vigiles, ils ont parlé en grand détail. Parce que Daniel Ellsberg, dans les années 70, il a été poursuivi sous le Espionage Act. Donc oui, pour voir les autres lanceurs d'alerte, vous n'allez pas les voir sur TF1 ou Arte. Ça vous gêne ou pas? Pourquoi nous on doit... Non, vas-y. Ah, ok. Oui, Vas-y, ok. c'est Donc oui, non, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui parlent anglais, qui ont parlé sur les vigiles de Unity for J. Oui, et ce serait bien d'avoir quelques-uns en France, sur un vigile français. Ce serait bien de retransmettre, en tout cas, d'essayer ou de trouver des traducteurs, peut-être pour sous-titrer ce qui a été déjà fait. C'est incroyable. Voilà notre quotidien, notre confort. On vit dans un monde paisible et démocratique. Il y a une sirène toutes les 30 secondes qui arrive. C'est juste infernal, quoi. C'est juste infernal. Donc voilà, donc il y a plein d'autres lanceurs d'alerte, comme elle le disait, qui se sont exprimés. Après, comme vous connaissez Snowden, parce qu'il y a eu un film, il y a eu plein de choses qui ont été faites autour de lui, donc forcément pour vous c'est une personnalité. Mais il y en a plein d'autres, comme elle le disait, des ex-membres de la CIA, voilà, d'institutions assez connues comme celle-ci, qui se sont exprimés. On va essayer de mettre en commun, on en parlait un peu tout à l'heure pour essayer de retransmettre aussi tout ça et d'avoir de la présence. Tout ça, ça se met en place, donc il faut laisser un petit peu de temps aussi. Il faut agir vite, on n'a pas le temps, Il faut vraiment agir vite, il faut la présence physique de toute personne qui est capable de venir. Vraiment, c'est parce que on n'est pas, c'est un rassemblement pacifique, on va pas faire, on est là, on sera là pour essayer de dénoncer ce qui se passe. Un dernier mot? Un dernier mot. N'ayez pas peur. Parce que si vous commencez maintenant, surtout les jeunes, si vous aurez peur maintenant, vous vivrez votre vie sur vos genoux. Je te remercie. Je vous remercie à tous pour votre présence. Et de toute façon, on se retrouve très rapidement sur Civicio. J'espère que l'interview vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Bien évidemment, on mettra les liens de ton Twitter, de Unity for J, de toutes les informations dont on a parlé en plus dans la description. Je les rajouterai. Ça vous permettra de vous aussi pouvoir relayer les informations autour de vous. On parlait aussi d'une lettre type pour l'ONU, pour ceux qui en parlaient, etc. On va essayer de mettre tout ça en commun et puis on fera le lien. Et comme tu le disais si bien, c'est une situation qui est extrêmement urgente, donc évidemment pour ceux qui peuvent, mercredi n'oubliez pas le rassemblement pour Julian Assange qui est devant l'ambassade de Grande-Bretagne. Et je vous remercie à tous pour votre présence et puis on se retrouve très rapidement. Bon courage. Le courage, si vous voulez être libre et heureux, il faut du courage. Thucydides, un grec ancien. Salut à tous.